ou des pompes à chaleur ou autres générateurs. Et dans la partie qui chauffe les locaux, il y a des émetteurs de chaleur, soit des radiateurs, soit un plancher chauffant, soit des ventiloconvecteurs ou autres. Alors, qui va faire la liaison entre la production de chaleur des chaudières et les radiateurs? Il y a bien sûr les pompes de circulation qui est le sujet d'aujourd'hui. Alors, les pompes de circulation, donc on va voir le rôle de ces pompes, on a souvent les appelle des circulateurs. On va voir les caractéristiques, les principes de fonctionnement, le dimensionnement, comment choisir un circulateur dans un catalogue fournisseur. Il y a aussi un phénomène de cavitation qui peut être dangereux pour les pompes, donc qui se calcule à travers un facteur NPSH. On va le voir aussi. Il y a le raccordement hydraulique de la pompe de circulation. On va voir la mise en service, comment mettre en service ce circulateur et comment on va coupler entre un ensemble de circulateurs. Alors le circuit de chauffage se décompose en un circuit allé. Donc c'est une tuyauterie qui amène de l'eau chaude de la chaudière ou bien du générateur vers les radiateurs, vers les émetteurs à travers un circuit de conduite. Et à partir autour de ce circuit, c'est la tuyauterie qui fait le retour de l'eau refroidie dans les radiateurs pour qu'elle retourne dans la chaudière pour en plus amener sa chaleur dans un circuit fermé. Donc dans ce circuit-là, il y a la partie circulation qui assure cette circulation d'eau. Alors le circuit de chauffage, il est fermé car l'eau qui quitte le générateur et revient intégralement après, bien sûr, sans refroidissement dans les émetteurs. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle un régime de température de chauffage. On appelle régime de température la température départ et de retour de ce circuit chauffage par grand froid. Alors, on donne un régime de température, donc on prend en considération la température départ du générateur et le retour vers la chaudière, bien sûr, dans le grand froid, donc dans la température extérieure minimale du lieu où on installe ce chauffage, qui est dite la température de base. Alors le régime de température le plus usuel qui était autrefois le régime 90-70, donc avec un delta T de 20 degrés, c'est-à-dire 90 moins 70, ça donne un delta T de 20 degrés. On utilise actuellement un régime moins chaud avec un peu de confort de plus, c'est le régime 80-60 avec un delta T de 20. Alors le choix de régime de température, bien sûr, il est effectué par un bureau d'études de conception des installations de chauffage. Il choisit un delta T en fonction, bien sûr, du générateur qu'on va utiliser et en même temps en fonction de confort qu'on veut établir dans ce local. Il dépend du type des émetteurs, donc le delta T, il dépend du type des émetteurs. Si on est sur les radiateurs, on travaille avec un régime 80-60 degrés, c'est un ordre de grandeur, et en plancher chauffant, donc on travaille sur les 45-35 pour la pompe à chaleur. Alors le rôle du circulateur, nous appelons un circulateur, donc on appelle un circulateur bien sûr toute pompe qui a un axe d'entrée et de sortie aligné, donc on les appelle aussi des pompes en ligne. En général, elles sont réservées aux petits et moyens, donc ce type de circulateur, elles sont réservées aux petits et moyens puissance d'une installation de chauffage. Le circulateur, il permet de véhiculer dans la canalisation de chauffage un débit. Donc ce circulateur, il permet de véhiculer un débit d'eau suffisant pour apporter aux émetteurs, donc un débit suffisant pour alimenter tout l'ensemble des émetteurs, d'énergie nécessaire pour compenser les déperditions du bâtiment, véhiculer un débit défini. Donc le circulateur, il véhicule un débit défini qui est capable d'alimenter tous les émetteurs dans le but de vaincre les déperditions des locaux à chauffer. À une pression pour vaincre les pertes de charge, donc, il faut donner un débit pour alimenter tous les radiateurs ou les émetteurs, et en même temps
une pression pour vaincre les pertes de charge qu'il doit rencontrer ce débit d'eau à travers, bien sûr, le parcours de son circuit. Donc, un circulateur, donc il faut deux données, un débit à véhiculer, bien sûr, et une perte de charge de circuit. Alors, ce qui caractérise le circulateur sont le débit, donc c'est la quantité d'eau horaire qui circule dans une installation de chauffage, il est exprimé bien sûr en mètres cubes heure. Le débit est fonction, ce débit-là, il est fonction de deux choses, il est fonction de la puissance en kilowatts que vous allez voir sur le lien dans une autre vidéo qui est déjà faite, voir ce lien-là pour comprendre comment calculer la puissance des émetteurs. Et il y a aussi le régime de fonctionnement d'un réseau, donc le delta T, c'est-à-dire le régime départ et retour du générateur. Et un autre facteur, c'est la hauteur manométrique, c'est-à-dire la différence de pression entre l'aspiration PA, donc il y a dans ce circulateur-là, il y a une pression d'aspiration et une pression de refoulement. Donc les pertes de charge, c'est les pertes de cette conduite dès le départ jusqu'au retour. On peut la voir là sur un diagramme de pression. Alors on est sur une pression PB et tout en allant sur le circuit, donc cette pression s'affaiblit jusqu'à retourner à l'aspiration de la pompe avec un PA. Donc les pertes de charge de ce circuit-là, elle se calcule par la pression de départ moins la pression, bien sûr, d'aspiration. Alors là, le principe de fonctionnement des pompes, la pompe, l'eau est mise en mouvement par une roue, ce qu'on appelle souvent la turbine, donc c'est une force centrifuge qui fait circuler cette eau. Donc entraîné par un moteur électrique qui refroidit soit par ce fluide lui-même, et on parle d'une pompe à rotor noyé, soit par un moteur qui est refroidi par une ventilation, un ventilateur d'air, et on parle d'une pompe à rotor ventilé. Alors comment dimensionner ce circulateur-là? Il y a deux variables à voir, donc, parce que la courbe d'une pompe, caractéristique d'une pompe dans un plan, donc il y a une courbe dans un plan, on doit représenter à chaque moment une pression et un débit, donc le couple qu'on doit mettre sur ce plan-là, c'est le débit et la hauteur. Donc pour dimensionner une pompe, on doit calculer le débit. Alors le débit, il est défini en fonction d'une puissance fournie, en lien, donc ce débit-là est en lien avec la température d'entrée et de sortie du générateur, donc le delta T, et il est aussi en fonction de la puissance des radiateurs. Donc le débit d'eau véhiculée en mètres cubes heure, il y a la puissance de l'ensemble des radiateurs, donc vous pouvez voir sur une autre vidéo, voir le lien qui est en bleu. Et il y a un écart de température, c'est le delta T, donc c'est le régime de température, et il y a bien sûr la chaleur massique de l'eau Cm qui est une constante 1,163 kW par mètre cube degré Kelvin. Donc pour calculer ce débit-là, il est très simple, c'est la puissance qu'on doit fournir en kilowatts aux émetteurs sur le delta T qui représente le régime et les solvants égal à 20 fois la constante 1,163 kW par mètre. Donc ça, c'est le calcul de ce débit, il est très simple. Alors la hauteur manométrique, donc les pertes de charge qu'on doit assurer, que la pompe doit vaincre pour que tous les radiateurs seront irrigués, ou toute l'eau qu'on va envoyer doit arriver à l'ensemble des radiateurs, même les plus défavorisés. Alors, elle s'exprime en mètres coulomb d'eau, donc cette unité de hauteur, souvent elle est exprimée en mètres coulomb d'eau. Elle est égale aux pertes de charge du réseau. Pour les petites installations, alors pour le calcul des petites installations, on ne va pas s'amuser à travailler avec des logiciels très compliqués, donc on pourra utiliser les ratios de 15 mm à 20 mm coulomb d'eau par mètre, donc chaque mètre linéaire de conduite, donc on doit calculer la longueur de la conduite fois 15 à 20 mm par coulomb d'eau, c'est la perte de charge par mètre linéaire. Donc chaque obstacle, on peut prendre cet obstacle-là comme une ligne, comme un mètre de conduite. Donc le métrage de la boucle du circuit, donc l'aller plus le retour
en longueur, plus l'ensemble des obstacles qu'on doit considérer comme 1 mètre de conduite, et on doit multiplier l'ensemble par 15 à 20 mm courant d'eau. On peut arriver à trouver approximativement la hauteur manométrique de ce circuit. Alors pour les grosses, les moyennes installations, on utilisera des abacs comprenant bien sûr la section, prenant en compte la section et la longueur de la distribution du réseau. Donc c'est les pertes de charge linéaires qui sont données par les fabricants de conduite ou les constructeurs de conduite, ainsi que les pertes de charge dues aux divers organes en parcours, par exemple dans le parcours, donc les vannes, les clapets et d'autres obstacles. Alors ce qui est perte de charge au niveau de la conduite, on les appelle perte de charge linéaire. Pour tout ce qui est obstacle, clapets, vannes ou autres obstacles dans le circuit, des filtres Atami ou autres obstacles, donc c'est des pertes de charge singuliers. Donc pour les moyens et les grandes installations, on calcule avec plus de détails sur la longueur de toute la conduite les pertes de charge exactes, et sur les obstacles ou les pièces qui sont dans le circuit, on doit voir aussi leurs pertes de charge, les pertes de charge qui sont créées par chaque obstacle. Alors pour sélectionner un circulateur, il faut connaître le débit du circuit en mètre cubeur et connaître les pertes de charge qui sont souvent en mètre colonne d'eau. Donc les pertes de charge, c'est les pertes de charge du circuit le plus défavorisé. Donc on prend le circuit le plus défavorisé, c'est le circuit, il est en branche, on prend la branche la plus défavorisée et on calcule les pertes de charge sur la branche la plus défavorisée. Alors les mètres de colonne d'eau, on peut les convertir en bar si on veut, parce que parfois des fabricants qui nous donnent des abacs avec un débit et une pression en bar, et d'autres qui donnent la pression en mètres colonne d'eau et le débit en mètres cubeurs. Alors un bar, c'est l'équivalent de 10 mètres colonne d'eau à retenir. Alors la démarche à suivre avec débit perte de charge, donc avec un point débit plus perte de charge, on effectue une sélection. Alors, on a fait nos calculs, on a trouvé le débit de la pompe qu'il faut, on a trouvé les pertes de charge du circuit aussi. Donc, on doit maintenant voir comment sélectionner dans un catalogue, dans une courbe de fournisseurs. Alors, on sélectionne le type de circulateur sur ce qu'on appelle un diagramme général. Donc, le diagramme général d'un fournisseur de pompe X. Quand on trouve approximativement la courbe qu'il nous faut, donc on retourne pour sélectionner sur la courbe de fonctionnement relative à ce circulateur qu'on a choisi. Donc sur son diagramme, on va voir sur son diagramme spécifique. Alors j'ai un exemple là. Si on prend par exemple un point, on a calculé le débit qu'il nous faut, c'est 6 mètres cubeurs avec 0,7 bar de pression. Alors je prends là comment travailler. Donc on repère le point de débit, c'est 6 mètres cubes, il est là. Donc on va tracer une droite verticale dans ce sens. Alors on va aussi voir le 0,7 bar sur l'axe des pressions en barre, et on trace une droite horizontale. Alors le point de rencontre, c'est le point de fonctionnement bien sûr de cette pompe. Alors là on voit que le point de fonctionnement il est entre plusieurs courbes. Donc déjà on sait qu'il s'agit la courbe qu'il nous faut, c'est celle qui est un peu supérieure à ce qu'on a sur le point jaune, pour passer à travailler sur la courbe spécifique sur cette courbe spécifique. Alors là pour travailler avec cette pompe de circulation sans aucun problème, donc on peut aussi calculer, on peut faire le rallongement de ce point jaune jusqu'à la courbe choisie, normalement courbe qui convient, et on va sur l'axe des pressions, on peut voir qu'il y a un delta P, donc il y a une différence de pression. C'est ce qu'il faut créer comme perte de charge supplémentaire pour que la pression, le débit et la pression fonctionnent dans une courbe qu'on a choisi. Donc là, on doit créer ce delta T, ce delta P, delta pression comme perte de charge pour être sur le bon fonctionnement de la pompe. Alors les conséquences, c'est le choix du circulateur, le mauvais dimensionnement du circulateur, les conséquences d'un mauvais dimensionnement. Pompe sous-dimensionnée, qu'est-ce qu'il fait?
Tous les radiateurs ne sont pas correctement aérés parce qu'il y a un sous-dimensionnement de débit ou de pression. Les radiateurs les plus défavorisés, les plus loin, ne chauffent pas. Donc les radiateurs qui sont les plus loin dans le circuit ne chauffent pas parce qu'il y a un manque de pression. Donc c'est une installation normalement sous-dimensionnée qui donne moins de ce qu'il faut comme débit et pression. Alors la pompe, elle est surdimensionnée. Cette fois-ci, on travaille avec une pompe qui est très grosse par rapport à ce qu'on a calculé comme débit et pression. Alors à ce moment-là, les débits et les vitesses sont élevés. Donc on travaille avec des débits très élevés et des vitesses aussi. Les circulateurs engendrent des bruits de fonctionnement de l'installation. Donc il y a beaucoup de bruit dans l'installation. Et aussi la surchauffe du moteur. La surchauffe du moteur, et dans certains cas, on peut avoir ce qu'on appelle le phénomène de cavitation de la pompe, et on va voir, j'ai souligné cavitation parce qu'on va voir comment on peut déterminer les limites pour ne pas avoir cette cavitation dans la pompe. Alors, pour ne pas avoir la cavitation, il y a un terme qu'on doit retenir, c'est le NPSH, donc une pompe, quand on a choisi débit et pression qu'il faut, il faut aussi prendre en considération un autre facteur qui est le NPSH d'une pompe de circulation. Alors le NPSH, c'est la pression minimum à l'aspiration. Donc cette pompe, il doit avoir une pression minimale à l'aspiration pour qu'il fonctionne sans aucun problème. Parce que s'il n'a pas suffisamment de pression, donc la dépression qui doit être créée à l'aspiration de la pompe peut créer de la vapeur d'eau, et cette vapeur peut abîmer les turbines de la pompe. Alors le NPSH, il a aussi d'autres noms, c'est une abréviation en anglais, il a aussi d'autres noms, on peut l'appeler hauteur d'aspiration nette positive, ou bien hauteur totale de pression de retenue. Donc tous ces termes-là, on peut les avoir sur les cahiers de charge, on peut avoir entendu ces termes-là. Pour le bon fonctionnement d'un circulateur en circuit fermé, donc il ne faut jamais que le fluide vaporise dans les roues. Donc c'est le phénomène de cavitation. Alors, pour le fonctionnement d'une pompe, il ne faut jamais qu'à l'aspiration sera créée une vapeur. Alors on distingue alors le NPSH de l'installation. Donc on doit calculer le NPSH de l'installation, ce qu'on appelle le NPSH disponible et le ohmmètre, calculé à partir de la pression de refoulement et les pertes de charge de circuit. Et on doit savoir aussi le NPSH de la pompe. C'est ce qu'on appelle NPSH requis, elle est aussi en mètres courants d'eau, elle est donnée par le constructeur des pompes. Alors en comparant les deux facteurs NPSH disponibles, c'est-à-dire disponible dans le circuit à l'aspiration de la pompe, et le NPSH requis qui est donné par une tolération, qui est toléré au niveau de la construction de la pompe, on détermine si la pompe choisie pour l'installation concernée est adapté ou non. Donc à travers de l'NPSH disponible et le NPSH donné par le fabricant, on doit savoir est-ce que la pompe fonctionnera dans les conditions normales ou non. Alors là, une petite courbe qui nous montre le fonctionnement normal. Donc cette partie-là, c'est le fonctionnement normal parce que le NPSH donné par le circuit, donc calculé sur le circuit, il est toujours supérieur dans cette phase-là à le NPSH donné par le constructeur. Donc on est toujours avec une pression supérieure à ce qui est toléré par le constructeur, donc on est sur le bon fonctionnement. Alors si jamais on a le NPSH disponible inférieur au NPSH donné par le constructeur, à ce moment-là on tombe dans la cavitation, et la cavitation c'est la création de vapeur à l'aspiration, et la création de vapeur à l'aspiration abîme les turbines. Alors le NPSH de l'installation, on appelle disponible. Le NPSH de constructeur de la pompe, on l'appelle le requis. Alors le NPSH requis d'une pompe exprimé en mètres courants d'eau indique la charge nette absolue minimum. C'est la charge minimale qui peut être acceptée par cette pompe à l'aspiration. Alors pour bien comprendre le NPSH, donc on doit passer par une phase de différenciation entre ce qu'on appelle la pression relative et la pression absolue. Alors la pression est dite relative ou effective lorsqu'elle est mesurée par rapport à une pression de référence. Généralement c'est la pression atmosphérique. Alors on mesure cette pression relative avec un manomètre. Donc avec le manomètre, donc on a
Ce qu'on mesure sur le manomètre, c'est des pressions relatives, supérieures à la pression atmosphérique. Donc, un vacuomètre, ce qu'on appelle un vacuomètre ou un diprimomètre pour les valeurs inférieures à la pression atmosphérique. Donc, on peut calculer si on est à des pressions moins que la pression atmosphérique dans un circuit. Donc, on peut utiliser le diprimomètre. Cet appareil indique le zéro lorsqu'il est soumis à une pression atmosphérique standard. Alors, ce qu'on doit retenir pour les deux pressions-là, c'est que la pression relative, la pression plutôt absolue, c'est la pression relative indiquée sur le manomètre, plus la pression atmosphérique. Donc, si le manomètre nous indique un bar, c'est qu'on est en pression absolue de 2 bars. Donc, il faut retenir que la pression absolue, c'est la pression indiquée par le manomètre normal, plus la pression atmosphérique. Ça, c'est une donnée qu'on doit bien connaître pour bien déterminer un PSH. Alors, il y a aussi la tension de vapeur. Tout le monde sait qu'à partir de 100 degrés, donc à 100 degrés, avec une pression atmosphérique qui est à 1 bar, donc il y a présence de vapeur. Donc, la température de vaporisation à une pression de 1 atmosphère ou bien 1 bar, c'est 100 degrés. Alors, si on travaille dans un circuit avec des températures moins que 100 bar, donc il y a aussi une courbe qui nous indique quand est-ce qu'il y aura formation de vapeur. Alors, à 90 degrés, si on est à 0,7 là c'est pas 7, donc 0,7 bar, donc si on est à 7 mètres colons d'eau ou bien 0,7 bar, à 90, donc il y a présence de vapeur. Donc à 80 degrés, donc il y aura présence à 0,6 bar ou bien à 7 mètres colons d'eau. Donc là, c'est une courbe qui nous indique aussi quand est-ce qu'il y aura présence de vapeur à l'aspiration d'une pompe. Alors on doit connaître aussi un autre paramètre, c'est que à la pression atmosphérique, donc à 100 degrés, donc il y a la vaporisation, bien sûr, la vaporisation, à 20 degrés, c'est 0,2 bar. Et on doit connaître aussi que la latitude, la pression atmosphérique, il change en fonction de la latitude. Donc, si on est au bord de la mer, donc on est à 10,33 mètres colons d'eau. Si on est à 1500 mètres de hauteur, donc dans une altitude, on est à 8,62. Et si on est à 3000, donc on est à 0,7 bar ou bien à 7 mètres de pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, on doit aussi retenir qu'elle dépend de l'altitude des lieux. Alors si j'ai donné ces trois paramètres, donc la pression absolue égale pression relative plus la pression atmosphérique. J'ai donné aussi la tension de vapeur d'eau et j'ai donné aussi que l'altitude, la pression atmosphérique, elle change en fonction de l'altitude, justement pour bien comprendre cet exemple de calcul. Alors si on considère une pompe dans un diagramme, dans une utilisation, bien un fonctionnement à 32 mètres cubeurs pour une perte de charge de 22 mètres colons d'eau qui véhicule de l'eau à 90 degrés. Donc le NPSH requis donné par le constructeur, le constructeur nous a donné que ce type de pompe qui fonctionne dans ces conditions-là, et là un PSH requis de 5,396 mètres colons d'eau. C'est-à-dire que cette pompe, elle doit accepter toute aspiration supérieure à cette NPSH requis pour fonctionner normalement, mais au-dessous plutôt de cette NPSH, il y a la vaporisation et il y a les phénomènes de cavitation. Bien sûr, là, dans une altitude, donc il nous a donné cette NPSH relatif à une altitude de 0, donc on est au niveau de la mer. Refaire le calcul, si on fait refaire le calcul à 1500 mètres d'altitude. Alors on doit faire un exemple pour voir la différence et pour savoir que le NPSH ou bien les phénomènes de cavitation, ils dépendent de l'altitude et il faut faire attention à la cavitation quand on est sur des altitudes très hautes, donc il faut faire attention. Alors là, on fait le calcul. Alors là, le NPSH requis qui nous donne le fournisseur, c'est 5,364 mètres. Alors la pression de vapeur qu'on a vue sur le diagramme, parce qu'on fonctionne à 90 degrés, donc la vapeur elle se forme à 7 mètres, donc ce qu'on avait sur la tension de vapeur là. 90, c'est 7 mètres colons d'eau de pression.
Donc, on est à 7 mètres colons de pression, donc à 90, il y aura déjà présence de vapeur. Donc, on doit prendre en considération qu'on est sur le niveau de 7 mètres, la tension de vapeur à 7 mètres, ou bien 0,7 bar. Il y a aussi un coefficient de sécurité. Donc, on prend, pour le calcul de NPSH, ce qui est donné par le NPSH requis, plus la tension de vapeur à la température de notre fonctionnement de notre circuit, plus insécurité de 0,5 à 1 mètre, on prend souvent 1 mètre, et là on trouve qu'il y a une pression de 13,4 mètres. Alors 13,4 mètres, moi, si on veut parler, donc on veut parler toujours sur de ce qui est, là c'est l'absolu, on va voir ce qu'on va voir sur l'indication à l'aspiration, donc on va voir ce qui est relatif. Alors c'est cette température, cette pression absolue, moins la pression atmosphérique qui est de 10,33 parce qu'on est au niveau de la mer, on est à 0 absolu, à 0 bar absolu à ce niveau-là. Donc on va voir qu'il y a 3,7 mètres, donc 0,3 bar. Donc, pour que cette pompe fonctionne sans cavitation, il faut avoir là une pression d'aspiration supérieure à 0,3 bar. Alors, on va voir l'autre exemple. Si on est sur une altitude de 1500 mètres, donc on fait le même calcul toujours, donc la NPSH requis, plus la température, puisqu'on est sur la même température, 90 degrés, donc on est à 7 mètres de pression de vapeur, on a sécurité de 1, donc on est avec 13,4 mètres toujours sur la pression absolue qu'il faut avoir à l'aspiration. Alors là, on doit voir la différence avec la pression atmosphérique. Alors la pression atmosphérique dans une altitude de 1500 mètres, elle est de 8,62. Donc 11,3 moins 8,62, ça donne 4,78, presque 0,5 bar. Alors on voit là qu'il faut, si on est au niveau de la mer, dans les mêmes conditions, il nous faut une pression, la NPSH admissible de 0,3 bar. Donc il faut à l'aspiration avoir plus que 0,3 bar pour que cette pompe fonctionne normalement. Et quand on est avec la même pompe, les mêmes conditions, sauf qu'on est à l'altitude de 1500 au lieu d'être au niveau de la mer, on trouve il nous faut 0,5 bar minimum à l'aspiration de la pompe. Donc la cavitation dans des altitudes qui sont très hautes, elle est présente, donc il faut plus de pression admissible pour dépasser cette pression donnée sur l'exemple. Alors d'une manière générale, pour ne pas faire beaucoup de calculs d'NPSH, l'NPSH il est intéressant de le connaître, de le calculer, mais en manière générale, on prend pour un réseau fermé sous pression d'une température inférieure à 90, donc quand on est sur l'eau chaude, des températures inférieures ou égales à 90, il est vivement conseillé d'assurer une pression d'aspiration minimale d'un bar au point de fonctionnement minimal d'une pompe. Alors, ce qui veut dire cette phrase, c'est que quand on est dans l'eau chaude sanitaire, il faut, au démarrage de la pompe, voir si on a la pression d'aspiration qui est supérieure à 1 bar pour être tranquille et d'être sûr qu'il n'y aura pas de cavitation. Alors là, je vais parler un peu des raccordements hydrauliques. Alors la méthode de raccordement hydraulique, donc la pompe toujours elle est raccordée entre deux vannes d'isolement. Bien sûr, ces pompes-là elles sont livrées avec des raccords démontables et le type de raccordement c'est d'avoir une vanne à l'entrée et à la sortie et des raccords démontables rapidement pour en cas de changement de cette pompe, on doit faire arrêter les vannes et de démonter rapidement la pompe. Alors, la mise en service d'un circulateur, l'installation en charge et état de fonctionnement, ouverture des vannes, donc au moment de remplissage du circuit, il faut deuxième phase ouvrir les vannes, présence d'un manomètre permanent de mesure de la hauteur manométrique, donc il faut avoir une dérivation de la pompe à l'aspiration et au refoulement, donc on va placer entre l'aspiration et le refoulement un manomètre. Contrôle électrique, donc la conformité des câbles, donc contrôler le câblage, est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il est conforme à la puissance de la pompe. Présence de protection de coupure, donc il faut avoir aussi sur la partie électrique des protections de la pompe, des disjoncteurs moteurs et des protections de coupure. Calibrage des protections, donc il faut prendre aussi ces considérations d'ordre électrique.
Alors la mise en fonctionnement. Pour mettre en fonctionnement une pompe, régler la courbe de fonctionnement des circulateurs. Donc il faut voir sur le catalogue fournisseur, est-ce qu'on est sur le point de fonctionnement de cette, est-ce qu'il est dans cette courbe de cette plage de fonctionnement de ce circulateur. Placer le commutateur en position on, contrôler le sens de rotation. Si on est dans un circuit triphasé, donc on va contrôler le sens de rotation, parce qu'on sait bien que le changement de phase ou bien la permutation de deux phases peut changer le sens d'un moteur. Il faut faire attention aussi, donc le changement de phase, ça ne change pas le sens de rotation. Alors si on est dans une pompe triphasée, si le sens n'est pas correct, donc il n'y aura pas un sens inverse d'écoulement, mais il y aura un faible écoulement dans le même sens normal. Donc quand on a un débit faible, il faut penser à contrôler l'inversion des phases. Contrôler l'intensité absorbée, bien sûr, avec une pince au moment de démarrage, contrôler l'intensité de démarrage, contrôler le débit de circulation et adapter le réglage de courbe nécessaire. Donc on doit calculer voir sur le manomètre la pression, l'aspiration et le refoulement. Contrôler que le circulateur ne propage pas le bruit de vibration dans l'installation. Donc on va voir ce qu'il n'y a pas la propagation des bruits au niveau de l'installation. Effectuer deuxième relevé de débit après équilibre. Alors la mise en service, c'est comment calculer la hauteur manométrique. Donc d'habitude, quand on a un circulateur, donc il faut mettre un manomètre en élévation entre l'aspiration et le refoulement avec deux vannes d'isolement. Pourquoi? Alors au point fermeture de la vanne, si on ferme cette vanne à l'aval de la pompe et on met la pompe en circulation, donc on doit faire une lecture de l'aspiration qui est 1,9 bar. Si on fait l'inverse, donc on ferme cette pression, donc on va voir la pression au refoulement, c'est 2,73 bars. Donc on a facilement, avec ce manomètre, on peut savoir facilement les pertes de charge et de le comparer avec ce qu'on a calculé. Alors les pertes de charge dans ce circuit-là, c'est la pression au refoulement qui est de 2,3, moins la pression à l'aspiration qui est de 1,9, ça donne 0,4 bar, donc c'est 4 mètres coulombs. Donc sur ce circuit, il y a une perte de charge de 4 mètres coulombs. Alors, un autre point, si on couple en série ou bien en parallèle les circulateurs, alors deux pompes en série, ça nous donne hauteur manométrique 1 de 0,4 bar et hauteur manométrique 2 de 0,4 bar. Donc là, on a une pression de 2,7 bar, un total de 2,7 moins 0,8, soit 8 mètres coulombs d'eau. Donc là, c'est hauteur totale HM1 plus 1 HM2, donc ça donne 8. Donc si on est sur deux pompes en circulation en série, donc on doit savoir que les pertes de charge s'additionnent. La série, la hauteur manométrique s'additionne, mais le débit, il reste le débit d'une pompe. Alors si on met en parallèle, c'est que les débits qui s'additionnent et les pertes de charge restent les mêmes. Donc avec ce montage-là, on a ce débit-là plus ce débit. Donc le débit total, c'est la somme des débits. Et avec ce montage-là, donc on a la pression de la pompe 1 plus la pression de la pompe 2. Donc le refoulement, on a la somme des deux pressions, bien les sommes des deux hauteurs manométriques avec le débit fixe. Donc j'espère que c'est clair. Et à bientôt pour un autre tuto, Inch'Allah. Merci.